Et c'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste un peu de temps pour mettre en lumière un outil déterminant. Thomas, tu nous parles du livre Leadership sans ego. Et oui, et d'ailleurs, je l'ai amené. Alors, il a un peu vécu ce livre, je l'ai depuis un paquet d'années. Leadership sans ego, c'est pour moi une bible pour entreprendre et être un leader différemment au service d'entreprises plus vertueuses, plus justes, qui embarquent leurs équipes, qui essaient de trouver le juste équilibre entre verticalité et horizontalité, qui font preuve d'élasticité, pour reprendre le mot de Sophie. Ce livre, il a été coécrit par un sociologue qui s'appelle Isaac Getz et qui l'a réalisé avec un entrepreneur américain qui a eu, je crois, 8 entreprises dans sa vie, aux États-Unis, mais pas que, aussi en Asie notamment, et qui ont du coup une double lecture très intéressante de ce que doit être un nouveau type de leadership en s'appuyant sur des mots-clés. C'est un livre extrêmement pragmatique, c'est en ce sens que pour moi il a été une véritable bible à l'époque où je me questionnais sur ce que pouvaient être les traits de caractère de nouvelles formes de leaders. Et donc vous retrouvez un mot comme aussi simple que le mot réunion, et on va vous expliquer à la fois en termes de comportement en tant que dirigeant ce que doit faire un dirigeant qui veut être un leader sans ego et qui libère ses équipes, et en même temps une analyse sociologique pour comprendre ce que cela peut avoir comme répercussion sur le fonctionnement des équipes. Il se lit très vite, la preuve c'est que Sophie l'a dévoré en l'espace d'un week-end, même si j'ai appris aujourd'hui qu'elle avait lu une série en je ne sais plus combien de dizaines de tomes. 100 tomes. 100 tomes, voilà, mais il se lit extrêmement bien, la preuve, et Sophie va en dire un petit mot, je crois. Ouais, je mets mes lunettes parce que je suis un peu bigleuse. Moi, j'ai noté quelques idées qui m'ont bien plu, effectivement. Donc, dans l'abécédaire en question, on parle de chef versus leader. La différence entre un chef et un leader, finalement, le leader, c'est celui qui donne envie de suivre, d'être suivi. Le chef, c'est celui qui va imposer finalement sa décision. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils disent, mais en fait, c'est pas parce que vous êtes DG d'une entreprise ou président ou actionnaire que vous êtes le leader. Et à l'inverse, vous pouvez être un contremaître à l'usine et être un leader si vous donnez envie d'être suivi et vous donnez l'exemple à vos équipes. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. La notion de décision aussi est assez traitée dans plein d'articles différents et notamment autour de la subsidiarité. Donc c'est vraiment cette idée de faire redescendre la décision au bon endroit. Et je trouve moi j'adore l'idée de subsidiarité, mais lui il l'exprime très bien en disant finalement quand on fait remonter la décision jusqu'en haut de l'entreprise, on demande à un seul cerveau de prendre des milliers de décisions. Alors que quand on fait descendre la décision, il y a une seule décision et il y a 8000 cerveaux, parce qu'il parle d'une entreprise où ils sont 8000, il y a 8000 cerveaux qui peuvent éventuellement donner de leur jus de cerveau pour prendre la bonne décision. Donc c'est vraiment cette idée de dire finalement pourquoi faire de l'escalade en permanence sur les décisions, c'est plutôt non fonctionnant et pas du tout motivant. Après, il parlait de l'erreur. Ça fait partie des sujets de changement de culture qu'on a mis en place chez Expanscience, où on dit il faut donner le droit à l'erreur aux équipes, parce que l'erreur, c'est généralement le meilleur endroit pour apprendre. C'est pas quand tu fais un succès que tu apprends le mieux. En général, quand tu fais un succès, tu réfléchis à la suite, tu avances, etc. Mais tu n'es pas en train de te dire « Ah oui, là, je vais noter, c'était vraiment super ». Alors que moi, j'ai été dans une entreprise pendant un grand groupe aussi, pas le même qu'Eric, mais pendant des années, on mettait nos échecs sous le tapis et on ne parlait que de best practices. Et en fait, à un moment, maintenant, dans l'entreprise, on est en train de mettre en place des worst practices, c'est-à-dire on demande aux gens de partager leurs pires échecs, parce que c'est souvent comme ça qu'on va éviter que cette mauvaise idée soit reproduite. Et même quand on fait de l'expérimentation sur des nouveaux modèles, on a 1000 possibilités de chemin. Et se planter sur un des chemins, pour moi, c'est une victoire parce qu'on peut fermer une porte. On dit, OK, ça c'est bon, on va jamais la rouvrir, c'était une erreur, il faudra plus le refaire. Ça permet au moins de commencer à faire le choix, à faire le tri. Donc ça, c'est très, très intéressant. L'idiot aussi, il y a un article sur idiot. En gros, c'est l'idée de dire que quand on est un micromanager, on fabrique des idiots. Parce qu'on prend les gens pour des idiots et globalement, on les rend idiots parce qu'on les micromanage. Il prête une énorme attention à la culture et il dit le leader, finalement, son rôle, c'est surtout de mettre en place une culture et de faire en sorte que son projet lui survive et qu'il soit totalement inutile. Donc lui, il va très loin en disant que finalement, dès que la culture est bien mise en place, il peut partir en vacances et il fait plus rien. Donc il est dans la caricature, mais au fond, il y a un peu de ça, cette idée de dire il faut que je sois là tout le temps, sinon mon entreprise va mal. C'est qu'en général, vous faites mal les choses en tant que leader. Et puis, je termine par le dernier parce qu'il est trop drôle. Ça s'appelle Remets tes tongs. Et donc là, c'est un article qui dit globalement, faut jamais oublier que même un leader, il doit prendre des pauses, prendre des week-ends, se reposer, se ressourcer et donc remettre ses tongs tous les week-ends et arrêter de répondre aux emails.
Merci, c'est très concret. On veut du concret ici, on ne peut pas On l'avait faire promis. plus concret. Les gens repartent avec plein de trucs et astuces. Donc, merci Sophie Robert-Veul, directrice générale des laboratoires Expansience, pas du tout directrice des activités d'Expansience. Éric Duverger, fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Mathieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change. Et puis merci à toi, bien sûr, Thomas Brezard, directeur permanent entreprise de Norcis, également coprésident du mouvement Bicorp en France. Merci à vous de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.